suis Maya Agege, je suis la déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, l'association qui coordonne l'initiative Stop au sexisme dit ordinaire en entreprise depuis 2021. Je vais passer le plat aujourd'hui, donc je vais aller d'un endroit à l'autre et surtout donner la parole aux uns et aux autres avec les cofondatrices qui me soutiendront dans cette tâche. On fête aujourd'hui les 5 ans de Stop, et donc c'est une cérémonie toute particulière. Déjà, alors parce que vous l'avez tous en tête, c'est pour la première année, et donc pour la première fois officiellement, la journée nationale de lutte contre le sexisme en France. Je pense que vous avez et vous allez en entendre pas mal parler. La deuxième, c'est que, comme je viens de le dire, on fête un anniversaire en plus de l'habituelle cérémonie annuelle que nous organisons pour signer l'acte d'engagement. Et donc, ça fait qu'on se rappelle de ce qui s'est passé en 2018 lors de la création de l'initiative par 3 entreprises, EY, Accor et L'Oréal en France, aux côtés de 27 autres organisations, et d'ailleurs pas que des entreprises. Plusieurs écoles étaient là dès le démarrage. Et ces 30 organisations ont créé la première initiative organisation de lutte contre le sexisme ordinaire au travail. Déjà, je pense qu'on peut dire bravo, juste voilà. Merci beaucoup, parce qu'en plus, ça me permet de passer d'une fiche à l'autre. Cet événement vous permettra, je l'espère, de vous rendre compte du chemin parcouru depuis 5 ans, également de vous rendre compte de la portée de l'action collective qui est en train de se mener depuis plusieurs années, et puis surtout de l'importance d'œuvrer ensemble pour faire reculer le sexisme ordinaire. Comme je l'ai dit, on a vraiment énormément de gens sur place, mais on a autant, voire plus de gens en ligne. Donc merci aux personnes en ligne de rester avec nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a préparé? Le programme est extrêmement chargé. Je vais essayer de respirer au moment de vous le présenter. On vous a préparé une matinée dense, comme vous le voyez à l'écran, un mot d'accueil, un mot de bienvenue qui sera fait par les CEO de L'Oréal en France, de Accor et de EY en France. Donc Céline Brucker, Steven Dance et Éric Fourel me rejoindront sur cette scène. Ensuite, on fera un retour sur 5 ans d'action. On parlera d'abord du bilan 2023 de Stop et 5 ans d'action par Anne-Sophie Béraud, Morgane Requel et Anne-Laure Thomas, respectivement de leur entreprise, ainsi que Brigitte Grésy, qu'on ne présente plus. Nous aurons la chance d'avoir un regard croisé sur le sexisme dans 5 ans, quels sont les enjeux, avec 2 expertes qui nous partageront leurs enseignements, leurs recherches. Ensuite, pour un moment tout aussi sérieux et un peu moins sérieux en même temps, nous aurons le billet d'humeur de Caroline Vigneault, qui nous fera des blagues et nous parlera de féminisme. Et puis, enfin, nous passerons au moment que vous attendez probablement tous, l'accueil des nouveaux signataires, la cérémonie de signature. Nous terminerons par la prise de parole de la ministre Aurore Bergé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, avant de nous rejoindre pour un buffet dans la mezzanine. Voilà, quel programme. Un dernier mot peut-être. Oui, bien sûr, un dernier mot peut-être. Hop. C'est la communication. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier la communication. Vous pouvez réagir dès à présent et communiquer sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, X si vous y êtes encore. Vous pouvez taguer les comptes qui s'affichent, donc le compte de la FMD, le compte d'Anne-Laure, de Anne-Sophie, de Morgane et de leurs organisations respectives. Et surtout, de bien mettre le hashtag Stop pour qu'on ait un super référencement et que l'année prochaine, vous soyez tout autant à participer à la cérémonie annuelle avec tout autant de nouveaux signataires. Je ne vous fais plus attendre, je m'arrête. Et j'invite Céline Brucker, Steven Dance et Éric Fourel à me rejoindre sur scène et je leur donne la parole pour le mot d'accueil. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir la première prise de parole aujourd'hui. Donc merci d'être venus aussi nombreuses à nos côtés aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Brucker, je suis la directrice générale de L'Oréal France. Et en fait, je suis la première femme sur ce poste. Alors c'est pas quelque chose que je dis de prime abord d'habitude, mais aujourd'hui, ça m'a semblé approprié de le signaler. Et comme 8 femmes sur 10, c'est le chiffre clé de cette journée, j'ai pu subir du sexisme au cours de ma carrière. Par exemple, mes compétences managériales et surtout les attentes me concernant ont parfois été mises en doute parce que j'étais une femme. J'ai pu être témoin de blagues sexistes, trop souvent banalisées. Et on a pu me demander, plus qu'à mes collègues masculins, si être parent n'allait pas être un frein à mes ambitions. Et bien heureusement, tout cela s'améliore. Et pour autant, le sujet reste très important. Et c'est pour ça que me voilà aujourd'hui devant vous pour célébrer les 5 ans de cette première initiative interentreprise qui vise donc à lutter contre le sexisme ordinaire. Et donc à l'occasion de cette première journée nationale de lutte contre le sexisme, je salue le travail de l'ensemble de cette communauté, des fondatrices. Je salue, à l'initiative du collectif Ensemble contre le sexisme, le travail du président de la République qui a officiellement instauré le 25 janvier comme journée dédiée à la lutte contre le sexisme. Je pense que c'est une reconnaissance tout à fait symbolique et importante qui, je n'en doute pas, va vraiment aider à contribuer à faire progresser le sujet et à faire reculer les discriminations. Mais chez L'Oréal, comme chez EY ou chez Accor, et au sein des entreprises déjà signataires de STOP, on n'a pas attendu cette décision pour travailler sur cette problématique très importante. Et ça fait plus de 5 ans maintenant que nous avons pris le sujet à bras-le-corps, que nous avons mesuré l'ampleur du phénomène et que nous avons mis en place surtout des actions et des formations dédiées pour informer et sensibiliser au sujet. Et donc, comme chaque année, on a le plaisir aujourd'hui de réunir les organisations déjà signataires et les nouveaux signataires de l'initiative STOP pour faire le bilan des actions mises en place par le collectif. Et donc, vraiment, merci beaucoup d'être à nos côtés. C'est une vraie fierté de voir que toutes les entreprises de toute taille, de toute activité et les grandes écoles évoluent ensemble dans un environnement non concurrentiel pour faire bouger les lignes de l'inclusion. Une fierté de voir qu'aujourd'hui, après 5 ans depuis le lancement, nous sommes 270 à être engagés sur le sujet. Mais évidemment, 5 ans, ce n'est pas une fin, ça continue à être un début. On ne fait que grandir, on compte sur toutes les entreprises pour nous rejoindre et faire grossir ce mouvement qui est tellement important. Voilà, donc en conclusion, ensemble, continuons à pérenniser cette date comme une journée de mobilisation et d'engagement. Continuons à agir ensemble, main dans la main, pour faire reculer au quotidien le sexisme dans nos entreprises, dans nos lieux d'études et dans la société. Voilà, merci beaucoup et belle célébration à vous tous. Merci Céline. Alors je ne suis pas Sébastien Bazin. Chaque fois que je me présente devant un auditoire qui attend des directeurs généraux, les gens attendent mon chef, Sébastien Bazin. Moi je suis humblement effectivement le directeur des ressources humaines du groupe Accor pour le monde entier. Donc effectivement, au nom de Sébastien, parce que c'est vraiment une cause qui lui tient à cœur aussi, à lui personnellement, voilà, je vous remercie d'être si nombreux présents. Il y a un petit peu d'overbooking de ce que je vois. On n'aime pas trop ça, les clients n'aiment pas trop ça dans l'hôtellerie. Il y a quelques chaises de libre là qu'on va vous laisser libre. Il y a une chaise là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut venir ici. Bon, j'essaie de faire mon travail d'hôtelier. Ce que je voudrais peut-être partager avec vous, puisque la portée de cet événement a été évoquée dans l'introduction, c'est à quel point cet événement, cet effort en France contre le sexisme par les entreprises a un retentissement qui va au-delà de la France. Il y a encore beaucoup à faire en France. On l'a vu encore récemment dans des business connects, dans les médias. On voit qu'on est loin d'avoir une situation d'égalité et où tout sexisme est définitivement derrière nous. Et dans l'hôtellerie, par exemple, et en France aussi, nous savons que voilà, il y a encore des relents
parfois, dans certains départements d'hôtels, les cuisines ont tendance à être stéréotypées masculines, tout ce qui est gouvernance, hein, et souvent on parle de femmes de chambre, ce qui finalement est quand même aussi en soi une appellation sexiste. Donc on a encore énormément à faire en France. Et pourtant, ce que je veux juste partager avec vous, c'est que déjà cet effort, et notamment cet effort, depuis 5 ans, a un retentissement. Et donc Anne-Sophie Béraud et moi, Anne-Sophie qui est la patronne de la diversité et inclusion chez Accor, nous avons vécu un moment fort l'année dernière, puisque nous avons invité un certain nombre de GM, donc de directrices générales femmes, à notre événement annuel où nous invitons les 300 top leaders de Accor. Et nous avions donc en salle avec nous notre première GM femme saoudienne, nous avions une GM coréenne, nous avions une GM indonésienne, une GM vietnamienne. C'est évidemment, vous pourrez dire, bon, 4 GM, on a 5500 hôtels, voilà, on sait qu'on est loin du compte. Hein, nous n'avons aujourd'hui, je dirais, entre guillemets, nous sommes entre 30 et 35% de femmes GM. Il y a énormément à faire dans le leadership des hôtels, mais c'est quand même un témoignage que dans des pays avec des cultures, on le sait, qui sont, on va dire, moins ouvertes à cette lutte contre la discrimination et contre le sexisme, ce que font les entreprises dans des pays comme la France, en Europe, donc notamment quand même, mènent finalement quelque part ce combat pour d'autres pays. Et outre voilà, des témoignages réels de femmes promues directrices générales dans ces pays, nous avons aussi mené une grande campagne dans le monde contre le sexisme au travail, mais aussi contre la violence domestique. Et on sait que voilà, ce que nous faisons dans les entreprises a aussi un retentissement, on l'espère, et doit avoir un retentissement grandissant, entre guillemets, dans les chaumières. Et pendant le Covid, on sait qu'il y a eu énormément de violences domestiques, malheureusement, et notamment, alors en France, mais notamment aussi dans beaucoup de pays où cette lutte n'est pas une priorité pour les gouvernements. Donc c'est à nous, les entreprises, de mener ce combat. Donc merci vraiment à vous tous, merci aux plus de 70 nouveaux signataires qui vont rejoindre l'association. Et puis voilà, merci aux cofondatrices Anne-Sophie, Anne-Laure, Morgane et puis Brigitte. Et merci à tous d'être là. Bonne matinée. Merci Steve, je crois que vous aviez tout à fait raison de rappeler qu'au fond, la France et nos entreprises en France sont probablement à l'avant-garde de ce mouvement, mais qu'il faut sans cesse en fait remettre l'ouvrage sur le métier, puisque au fond, éradiquer le sexisme ordinaire, c'est vraiment un travail de tous les jours. Alors on va essayer de réfléchir au fond. La première fois où j'étais exposé au sexisme. Et l'anecdote que je vais partager avec vous, en fait, elle est ancienne, elle remonte à plus de 35 ans, presque 35 ans, et elle est très marquée par l'environnement professionnel des cabinets de conseil et d'audit auxquels j'appartiens. En fait, vous savez, ou vous ne savez pas, mais les cabinets d'audit sont une pyramide très structurée, le partner, le manager, le senior, le junior, les stagiaires. Et à l'époque, évidemment, il y avait un côté un peu militariste, et on était équipés de grosses valises. Elles n'étaient même pas à roulettes. Il y a 35 ans, les valises n'avaient pas de roulettes. Et les grosses valises, les papiers d'audit, c'était vraiment du papier. Donc, il fallait les porter, elles étaient lourdes. En plus, elles avaient des ferrements en fer, donc ça cassait les genoux. Bon. Et l'usage voulait qu'évidemment le manager marchait devant, et c'était les stagiaires qui portaient les valises. Et évidemment, les filles aussi. Et je me souviens que lorsque ma première mission en tant que fiscaliste intégré dans une équipe d'audit, j'étais déjà un petit peu expérimenté où je suis intervenu. Donc, le manager me dit, surtout, tu les laisses porter les valises, hein, même les filles. Et bon, si elle est mignonne, peut-être que tu peux aider un peu. À propos combien sexiste, finalement, et à l'époque, je n'avais même pas vraiment été interpellé. Et au fond, on pose la question, au fond, c'était doublement infamant, à la fois pour celles qu'on n'aidait pas et celles qu'on aidait. Un exemple, sûrement parmi beaucoup. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus de papier d'audit, il n'y a plus de valises.
Mais il y a sûrement encore des propos qui tiennent au fait qu'on est mignonne ou on n'est pas mignonne, si on n'est pas ça. Et au fond, c'est ça la marque du sexisme ordinaire. Le sexisme, au fond, heureusement qu'il y a cette prise de conscience, que vous êtes aussi nombreux, nombreuses dans cette salle, mais finalement, c'est des initiatives, des actions qui sont relativement récentes. C'est la loi Rebsamen 2015 qui a sanctionné tout agissement fondé sur le sexe de la personne qui porte atteinte à sa dignité ou qui crée un environnement hostile, dénigrant, offensant. Et le sexisme ordinaire, ce qu'il a de très particulier au fond, c'est que parce qu'il est sur le terrain de la blague, parce qu'il est sur le terrain de la fausse connivence, on laisse couler, on l'excuse facilement. Et il est doublement pernicieux parce que, à petite dose et à dose répétée, parce que c'est quand même sa nature que de se répéter, eh bien, il mine la confiance. Il mine la confiance et donc il mine la créativité des personnes qui en sont victimes. Et donc, il est néfaste à l'entreprise, tout simplement. Et puis, il est aussi, évidemment, cette porte entrouverte vers des déviations beaucoup plus graves. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on lisait dans le dernier rapport du Haut Comité pour la lutte, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a encore 40% des jeunes hommes de 25 à 35 ans estiment qu'il est normal pour la masculinité d'affirmer son autorité à travers une certaine brutalité. C'est tout de même choquant. 75% des femmes ont été exposées l'objet de propos sexistes. Et 14% d'entre elles ont été victimes d'agressions en tant que telles sexuelles. Donc le mal est tout de même très présent et nous n'aurons évidemment pas de cesse que d'essayer de le faire reculer dans chacune de nos entreprises. Et donc, célébrons cette initiative qui remonte donc à plus de 5 ans. On la doit, et c'est quand même aussi un très grand objet de fierté, à une initiative qui est venue des forces vives, 3 femmes qui sont à l'origine de cette initiative. 3 femmes, 30 entreprises. En 2018, c'était dans vos locaux, chez L'Oréal France, à Levallois. Jean-Paul Aragon était là pour lancer l'initiative. Et aujourd'hui, voilà, 3 femmes, 30 entreprises, près de 300, 270 aujourd'hui. Donc on voit que le chemin qui a été parcouru est considérable, même si, encore une fois, c'est une lutte de tous les jours, puisque, au fond, ce sexisme et ce sexisme ordinaire, c'est un peu c'est du chien-dent, on dirait, nos agriculteurs. En ce moment, on parle beaucoup de nos agriculteurs. Et le chien-dent, il n'y a pas que le glyphosate qui permettent de l'éradiquer. Il faut effectivement biner chaque jour sa parcelle pour être sûr qu'il ne repousse pas, parce que sinon il repousse. Merci à vous toutes et à vous tous pour être avec nous dans cette lutte. Je voudrais remercier évidemment nos 3 fondatrices, les équipes derrière elles, et puis je vais les appeler, et puis AFMD qui nous aide beaucoup pour faire vivre ce mouvement. Voilà, donc merci à vous toutes, à vous tous, merci à eux et à elles. Et puis, je vais appeler Anne-Sophie Béraud, d'accord, Anne-Laure Thomas de L'Oréal, et puis évidemment Morgane Requel d'EY. Merci à vous toutes et bonne cérémonie. Merci Céline, merci Steven, merci Eric pour vos mots de bienvenue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouvelles organisations signataires. Alors avec mes chers collègues Anne-Sophie, Anne-Laure et Adja Mantou qui est là, Maya, Marie Larsenault qui est quelque part, on aime commencer les cérémonies annuelles par un petit bilan sur l'année écoulée. On va essayer de le faire court, même si on a beaucoup de choses à dire. Un bilan à la fois sur la vie de ce collectif qui embarque 200 organisations et maintenant encore plus. Un bilan sur l'engagement, nos engagements, les 8 engagements de l'acte STOP et ce qu'ont réalisé les organisations. Et également un bilan sur les résultats que ça génère parce qu'on est quand même tous là pour ça.
Alors pour commencer par le bilan sur la vie du collectif, ce collectif, c'est d'abord la mobilisation d'entreprises, de grandes écoles, d'institutions autour de moments de partage. C'est comme ça qu'est né Stop. Et ces moments de partage se concrétisent notamment par des réunions trimestrielles. Alors on appelle ça réunions, mais en réalité ce sont des moments lors desquels on échange, on s'interroge, on mutualise. Et on a la chance lors de ces réunions d'avoir des retour d'expérience très complet sur ce que font les entreprises et les écoles en matière de prévention et remédiation du sexisme. Et cette année, on en a eu 7. Alors, je vais les nommer, je ne m'en souviens pas par cœur. On a eu CAE Prism, merci. On a eu Colas, on a eu IBM, Janssen, le ministère de l'économie et des finances, Sciences Po et Veolia. Mobilisation massive parce que chaque réunion trimestrielle réunit plus de 100... Alors, de 100 à 150 participants de toutes nos organisations. Donc c'est quand même très important. Et puis mobilisation aussi massive parce que finalement, l'ensemble des organisations de Stop ont été représentées au moins une fois lors de ces réunions trimestrielles et c'est un engagement qu'on souhaite aussi avoir au sein de Stop. Exactement. Et justement, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est merci. Merci à toutes et tous parce que, comme le disait Morgane, c'est une vraie mobilisation. Alors, juste tout au long de l'année, en 2023, ce sont 70 organisations parmi les 199, enfin là on va en accueillir des nouvelles, mais 70 qui se sont mobilisées pour travailler dans les groupes de travail. Et les groupes de travail sur Stop, ce sont des groupes de travail sur des sujets extrêmement divers parce qu'on le sait, malheureusement, le sexisme est partout, tout au long de la carrière. Alors, juste quelques-uns, il y a eu sexisme et jeunesse, vous savez, nous avons des grandes écoles, des universités qui nous ont retrouvés. Il y a eu tout le travail sur l'identité de genre, les solutions nudge, tout ce qui est, toutes les réflexions et le travail autour de comment j'agis quand je suis victime et comment j'agis quand je suis témoin. Tout ça, c'est 18 événements et ce sont des sessions de travail. Et évidemment, vous avez tous travaillé individuellement dans vos entreprises, mais c'est également 25 heures de travail collectif avec 2 rencontres, 2 réunions qu'on souhaitait mentionner parce qu'elles sont toutes importantes. On ne va pas minimiser, elles sont toutes importantes, elles sont toutes essentielles, mais il y a 2 organisations sur lesquelles on voulait revenir. C'est la conférence pour lutter contre le sexisme ordinaire dans un contexte international, qui est vraiment important, on en parlait tout à l'heure, et on essaye vraiment d'aller beaucoup plus loin. Tous les éléments ont été traduits par accord, par L'Oréal en anglais, et nous avons eu Bouygues, nous avons eu Accor, Me and You Too et Webstone qui ont travaillé justement sur ce déploiement à l'international. Et puis une autre rencontre très très importante, on reviendra dessus tout à l'heure, c'était la rencontre sur le baromètre. En juin dernier, on a donné les résultats du baromètre de Stop au sexisme. C'était notre 2e baromètre, j'y reviendrai tout à l'heure, et c'était essentiel, et on l'a vu, énormément de suivi, énormément de retombées presse, parce que c'est important de pouvoir travailler sur ces sujets. La mobilisation de Stop, donc c'est dans la vie du collectif, mais c'est également, bien sûr, dans les actions concrétisées par les organisations autour des 8 engagements. Et là encore, je pense que on peut se féliciter, d'abord c'est les 5 ans, donc on va célébrer aujourd'hui, on a décidé de célébrer aujourd'hui. On peut se féliciter parce que si on a fait un questionnaire, comme chaque année, la très grande majorité des organisations ont répondu d'ailleurs, et on vise les 100% de réponses, un bilan qui nous permet de consolider les actions qui ont été faites. Et ce qu'on constate, c'est que plus de 9 organisations sur 10 ont mis en place des actions qui visent à faire prendre conscience de ce que c'est que le sexisme ordinaire, et puis à informer sur le sujet. Et ce qu'on constate aussi, de plus en plus, c'est que d'autres engagements sont pris après avoir fait reconnaître ce que c'est que le sexisme, notamment un qui est d'inciter l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs, des employés, des agents, à prévenir le sexisme et à réagir face au sexisme. Et un autre engagement qui, lui aussi, a été largement couvert cette année, qui consiste à accompagner l'ensemble du collectif de travail, donc les décideurs, les témoins, les victimes, évidemment les RH, mais également les employés, à prévenir sur ce sujet-là et à faire remonter les situations pour qu'elles soient prises en charge. Et donc on constate une évolution par rapport au début. Au début, on était très axé sur la reconnaissance et la prise de conscience de ce que c'est que le sexisme. Et de plus en plus, on va vers des actions qui visent à faire en sorte que chacun d'entre nous, et je dirais même tous et toutes, agissions pour à la fois prévenir et agir contre le sexisme.
Alors, je vous l'ai dit en 2 mots tout à l'heure, on a eu un baromètre parce que le dernier engagement, on reviendra dessus. Vous savez, quand on signe, on s'engage. C'est la mesure. Et la mesure, on a commencé en 2021. On a continué en 2023 parce que c'est important de faire un état des lieux et de voir si toutes nos actions, tout notre travail a des fruits. Et donc, c'était la 2e édition. On a eu 90 000 répondants. Je pense que c'est vraiment important de montrer ce nombre, 90 000 répondants. Ça montre l'ampleur de notre travail, l'ampleur des personnes qu'on engage avec nous en travaillant sur Stop au sexisme. Malheureusement, les résultats qu'on a eus, ce n'est pas les résultats qu'on a envie d'avoir et ce n'est pas les résultats qu'on a envie d'entendre. En 2023, en juin 2023, il y a 6 mois, 8 femmes sur 10 sont victimes de sexisme ordinaire en entreprise. 3/4 des femmes subissent du sexisme à travers les blagues, on en parlait tout à l'heure. 70% d'entre elles ont déjà vu leurs capacités remises en cause par rapport au management. Vous l'avez vu lundi, il y a eu le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Ce sont 2 baromètres qui sont extrêmement complémentaires. Le baromètre du HCE, on est dans la vie de tous les jours. Nous, on est au travail, d'accord ? Et le sexisme, il a sa place nulle part. Et c'est tous ensemble, main dans la main, qu'on va pouvoir avancer. Juste un chiffre par rapport au travail qui me semble malheureusement trop important. 74% des femmes n'ont jamais envisagé de carrière dans les domaines scientifiques ou techniques, alors qu'on le sait tous, ce sont des métiers d'avenir. Excusez-moi. Mais un point qui est essentiel aussi, parce qu'aujourd'hui on célèbre, aujourd'hui on voit tout le travail, aujourd'hui on voit tout ce qui a été fait, c'est l'avenir. L'avenir, et pour avoir une touche d'optimisme, ce qu'on a vu dans le HCE, ce qu'on a vu dans le rapport Stop, c'est que quand les entreprises s'engagent, quand vous vous engagez, quand vous travaillez, il y a des résultats. Alors, le temps est très compté, vous pouvez avoir tous ces résultats, mais nous avons vraiment de résultats très importants avec 15 points d'écart sur la présence du sexisme quand les entreprises s'engagent en 2 ans. En 2 ans, un recul de 15 points. Et tous les salariés, les agents de nos entreprises, en fait, ils ont été formés 2 fois plus, on a doublé ces formations, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Et on sait que la formation, c'est la clé. Donc vraiment, on insiste, continuez, engagez-vous, parce que ce sexisme, on veut tous le faire reculer. Merci. Je vais passer le bilan de 5 ans, où on en est aujourd'hui. Donc on a eu beaucoup de chiffres, je pense que vous avez déjà une bonne vision de ce qui a été fait. Rappelez que 5 ans, alors on a commencé à 3, mais tout de suite la première année on était 30. Aujourd'hui on est quasiment 300 entreprises, donc 10 fois plus, c'est énorme. Ce qui est intéressant également, c'est qu'aujourd'hui, au départ, on était très CAC 40. Aujourd'hui, on voit que c'est toutes les entreprises, les TPE, les PME. On a ouvert aux associations, on a ouvert également, il y a beaucoup d'étudiants et d'écoles qui nous ont rejoints. C'est hyper fort, comme vous avez vu dans le rapport aujourd'hui du HCE, on voit que les jeunes sont très sensibilisés et victimes également du sexisme. Donc, il faut agir au plus tôt et c'est super d'avoir aujourd'hui, je crois, 50 écoles qui nous ont rejoints. En termes de nombre de salariés que le collectif représente, c'est presque de 5 millions de salariés. Donc en fait, la puissance de frappe est quand même colossale. Évidemment, l'objectif, c'est de grandir, de grossir et de se déployer. On a parlé de mesures. Effectivement, le baromètre, c'est un outil qui est hyper puissant. Qui a été administré auprès de 90 000 collaborateurs dans nos entreprises. Des chiffres qui sont aussi très sérieux. On voit que quand on s'empare du sujet et quand les entreprises en parlent, communiquent, forment, parce qu'on voit que nos entreprises qui font partie du collectif forment 2 fois plus que les autres entreprises qui ne font pas partie de ce collectif, on voit qu'il y a des résultats. Donc c'est hyper encourageant et tant mieux, il faut pas baisser les bras. Cependant, on voit que malheureusement, et on entend, j'imagine que vous avez ouvert vos postes de radio ce matin, on voit que le sexisme est toujours très très présent. 8 femmes sur 10 le subissent quotidiennement au travail. Donc il ne faut pas lâcher prise. Je vais appeler Brigitte Grésy, qui nous a accompagnés depuis le début dans cette superbe aventure, notre experte. Et j'ai une question pour toi, Brigitte. Quelle est ton analyse, en fait, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, de l'évolution du sexisme en entreprise en France ? Merci. D'abord, je veux dire que moi aussi, je veux fêter ces 5 ans de complicité avec les 3 fondatrices. Et
On rejoint la joyeuse équipe, Adjamantou, évidemment, la présidente de la FMD et Marie. Donc pendant 5 ans, c'était passionnant. Alors effectivement, moi je trouve que ces 5 ans ont accompagné des mouvements profonds de changements sociétaux. MeToo est passé par là, mais bien d'autres choses. On a eu quand même un approfondissement du droit, et ça n'est pas rien en matière de sexisme, notamment l'outrage sexisme et une nouvelle définition du harcèlement sexuel. On a eu un approfondissement des méthodes avec les références sexistes et sexuelles, etc. Et puis, on a eu ce mouvement de fond, cette lame de fond des entreprises qui nous ont rejoints. Et enfin, on a eu un approfondissement de la méthode fondée sur le comptage. Et ça, c'est essentiel pour rendre visibles les choses, ce sexisme tellement insidieux. On compte, et on a compté 2 fois, et on voit que les choses bougent. Alors, il y a des chiffres, comme le sexisme se reconfigure sans cesse, hein, c'est ça qui est intéressant, ça bouge, ça change. Il y a des choses qui demeurent, vous les avez dit, les chiffres, hein, la place du sexisme, la maternité, toujours très stigmatisée, le management, où les épaules pas assez larges reviennent encore trop souvent, les évolutions de carrière des femmes, ces 3 domaines qui restent sensibles. Et puis il y a des chiffres qui bougent. Le premier, c'est un chiffre très positif, c'est le fait que les personnes, les salariés ou les fonctionnaires qui sont dans des entreprises qui prennent à bras de corps le sexisme ont beaucoup le sentiment qu'il y a moins de sexisme. Et ça, c'est fondamental parce que ça prouve qu'on va dans le bon sens. Et 2 chiffres qui bougent un peu dans le mauvais sens. C'est d'abord les jeunes hommes, dont on se disait, ça y est, les nouveaux pères, ils vont tout bouleverser, on va avoir des chiffres formidables. Eh bien, non. Et on le voit aussi dans le baromètre du HCE, et les hommes. On a à peu près 20 points de moins entre les femmes et les hommes sur un certain nombre de questions, et notamment, avez-vous le sentiment que les mesures pour l'égalité suffisent, etc. Pour les hommes, vraiment, ça suffit, il faut arrêter. Et pour les femmes, non, ça n'est pas assez. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire simplement. Et puis... pour ne pas finir sur une note négative, cette initiative STOP, c'est vraiment le cœur du démarrage de la lutte contre le sexisme en France. Et je veux encore saluer nos 3 fondatrices. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Après ce bilan encourageant sur les actions de STOP, en demi-teinte sur ce qui se passe encore en termes de sexisme en France, on voulait aussi se tourner vers l'avenir, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on l'espère, aura un impact sur demain. Et donc on s'est posé les questions, quels seront les enjeux du sexisme dans 5 ans, que sera STOP dans 5 ans, et puis comment devront se préparer les responsables diversité en charge des questions d'égalité professionnelle, ainsi que tous les professionnels en charge du sexisme et de prévention des VHSS. On s'est posé toutes ces questions, enfin pas moi personnellement, Adjamantou s'est posé toutes ces questions, ainsi que les 2 intervenantes que je vais inviter à me rejoindre. Donc j'invite Clotilde Coron, allez-y. Professeure des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Saclay, Marie Ségur, directrice d'études de Futurible, et Adjamantou qui va animer cette séquence-là. Donc Adjamantou Dramé, si vous ne la connaissez pas, ça sera votre interlocutrice pendant les 5 prochaines années, j'espère. Donc retenez bien son nom. Donc, elle est chargée de projet à la FMD, elle est surtout coordinatrice de l'initiative STOP. Je te laisse la place. Merci Maya. Bonjour à tous et à toutes pour ceux que et celles que je n'ai pas encore rencontrées. Donc ce matin, on a invité 2 personnes qui vont nous donner un peu un état des lieux du sexisme aujourd'hui, et puis on va aussi réfléchir aux 5 années à venir, comme l'a très bien dit Maya. La première chose qu'on va aborder toutes les 3, ça va être les stéréotypes de genre, puisqu'on sait qu'à l'origine du sexisme, il y a bien ces stéréotypes. Et je vais laisser peut-être, pour commencer, Clotilde nous dire ce que c'est en fait que des stéréotypes de genre. Merci beaucoup. Donc, les stéréotypes de genre, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ce sont des représentations, des croyances sur à la fois les comportements, les désirs et les compétences des femmes et des hommes, avec évidemment l'idée que
ses croyances, ses comportements, ses désirs, ses compétences sont différents entre les femmes et les hommes. Alors, il faut souligner qu'on peut décliner les stéréotypes de genre en différentes catégories. Alors d'abord, il y a des stéréotypes de genre conscients et inconscients. Donc, il y a des recherches qui ont montré que, y compris des personnes qui ne déclarent pas de stéréotypes de genre consciemment, ont souvent, la plupart du temps, des stéréotypes de genre inconscients. Donc il y a des manières de mesurer ces stéréotypes de genre inconscients, et ces stéréotypes de genre inconscients peuvent influer sur leur prise de décision, par exemple. Par ailleurs, on peut décliner les stéréotypes de genre aussi selon qu'ils portent plutôt sur la sphère privée, par exemple l'éducation des enfants, et sur la sphère professionnelle. Alors, les stéréotypes de genre sur la sphère professionnelle portent beaucoup sur les compétences. Donc, par exemple, l'idée que les femmes font des moins bonnes dirigeantes d'entreprise que les hommes, c'est une idée encore assez répandue en Europe. Il y a à peu près 20% des Européens qui pensent ça. Mais il y a aussi pas mal de stéréotypes de genre qui portent sur la séparation entre la sphère domestique et la sphère donc, non rémunérée et la sphère professionnelle rémunérée, avec l'idée que les femmes sont mieux placées que les hommes pour s'occuper des enfants et donc indirectement moins bien placés que les hommes pour travailler et avoir un travail rémunéré. Et ça, c'est un stéréotype de genre encore assez répandu. Je pense qu'on parlera des chiffres après. Ce qu'on peut dire aussi sur les stéréotypes de genre, on peut les décliner aussi selon qu'ils sont descriptifs ou prescriptifs. Donc il y a des stéréotypes de genre, par exemple, les poupées c'est plus pour les filles et les camions pour les garçons. Ça c'est un stéréotype prescriptif, puisqu'il prescrit un comportement. Alors qu'il y a d'autres stéréotypes qui sont plutôt descriptifs. Par exemple, si on dit les femmes ont moins le sens d'orientation que les hommes, ça c'est un stéréotype plutôt descriptif. Mais le point commun de tous ces stéréotypes, c'est qu'il y a toujours cette idée de différence entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, ce sont des stéréotypes, des croyances assez hétéronormatives, c'est-à-dire qu'elles se fondent toujours sur l'idée que les femmes sont en couple avec des hommes et vice-versa. Et donc, ça invisibilise toute une partie de la population, notamment les femmes lesbiennes et les hommes gays aussi. Merci beaucoup. Je sais que vous avez écrit un bouquin sur les stéréotypes de genre, sur notamment l'évolution depuis les années 90. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, tout à fait. Donc, le livre, il porte sur l'Europe, en fait, et donc l'évolution des stéréotypes de genre en Europe depuis les années 90. Alors, évidemment, et rassurez-vous, l'évolution, elle est positive, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même de moins en moins de stéréotypes de genre conscients, parce que le livre, il porte que sur les stéréotypes de genre conscients. En revanche, on voit que ça a évolué quand même assez lentement, et surtout, ça a évolué assez lentement sur certaines dimensions des stéréotypes de genre, et notamment tout ce qui a trait à la maternité. Notamment les stéréotypes du genre sur le travail. Donc un stéréotype qui est le travail d'un homme, c'est de gagner de l'argent, et celui d'une femme, c'est de s'occuper de sa famille. Ça, c'est un stéréotype qui est encore très répandu. Il y a eu une évolution, mais il y a encore quasiment 50% des Européens qui sont en accord avec ce stéréotype. De la même façon, un stéréotype de genre sur... donc l'affirmation, c'est quand les femmes travaillent, la vie de famille en souffre. Ça, c'est encore un stéréotype de genre très répandu. Il y a pareil, environ 50% des Européens qui sont en accord avec cette affirmation. Donc ça a évolué depuis les années 90, mais de façon inégale selon les sujets. Et sur la maternité, cette question de la maternité, ce qu'on peut souligner, c'est que pour le coup, depuis les années 90, les stéréotypes de genre sur le sujet ont évolué, mais en même temps, la vision de la parentalité, elle a évolué aussi, vers l'idée d'une parentalité beaucoup plus intensive, l'idée qu'il faut beaucoup plus s'occuper de ses enfants, qu'il faut être très présent pour ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui est plus une idée qui est plus partagée maintenant que dans les années 90. Et ça a été plutôt négatif pour les stéréotypes de genre, parce que qui dit parentalité, souvent dit en fait maternité. Et du coup, est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays sur ces stéréotypes de genre-là ? Oui, alors il y a des différences entre les pays. Grosso modo, on peut classer les pays européens dans 4 catégories qui se distinguent en fonction de la prévalence des stéréotypes de genre. Alors il faut souligner que dans tous les pays, il y a des stéréotypes de genre. Hein, ça, c'est très répandu. Et dans quasiment tous les pays, les femmes déclarent moins de stéréotypes de genre que les hommes. Ça, c'est répandu, c'est pareil dans tous les pays. En revanche, la prévalence de ces stéréotypes, elle est variable. Et sur ce sujet, je dois dire que la France est plutôt bien positionnée, parce qu'elle est dans le premier groupe, donc le groupe où il y a le moins de stéréotypes par rapport à d'autres pays européens. Donc elle est dans le même groupe que la Suède, par exemple, qui est souvent présentée comme un pays
très avant-gardiste. Mais encore une fois, je souligne que ce sont uniquement les stéréotypes de genre conscients qui sont interrogés. Peut-être que si on s'intéressait aux stéréotypes de genre inconscients, la place de la France ne serait pas la même. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié le micro. Et enfin, j'ai dit que les stéréotypes de genre étaient à l'origine du sexisme. Est-ce que tu pourrais mieux nous guider à travers les liens entre les stéréotypes de genre, les inégalités professionnelles et le sexisme? Oui, alors les liens entre stéréotypes de genre et inégalités professionnelles sont assez nombreux à différents niveaux. En fait, d'abord au niveau sociétal des politiques publiques, ce dont on se rend compte, c'est que les politiques publiques sont souvent empreintes de stéréotypes de genre. Pour prendre qu'un seul exemple, les lois sur les congés de maternité, de congés de paternité, dans quasiment tous les pays européens, le congé de maternité est beaucoup plus long que le congé de paternité. Et ça, c'est quand même assez stéréotypé et assez sexiste parce que c'est quand même l'idée que les femmes sont mieux placées pour s'occuper des enfants. Enfin, ça ancre cette idée dans les mentalités et aussi dans les comportements. Donc ça, c'est le premier point. Et à l'inverse, les politiques publiques peuvent jouer sur les stéréotypes, puisque dans les pays où il y a plus de systèmes de crèches, le stéréotype de genre selon lequel, quand les femmes ont un emploi à temps plein, la vie de famille en souffre, est moins répandu. Donc on voit les liens ici sur politique publique. Après, au niveau des organisations, il y a aussi des liens. D'abord parce que dans les organisations de travail, on est souvent dans des situations où une personne doit en évaluer une autre. Et c'est là que les stéréotypes de genre vont intervenir, à la fois conscients et inconscients. C'est-à-dire que la personne qui évalue, elle va évaluer en fonction aussi de ces stéréotypes de genre. Et donc ça va pouvoir jouer sur les décisions prises. Et par ailleurs, les personnes qui sont évaluées, elles vont aussi être, dans leur comportement, être influencées par les stéréotypes de genre. Alors, je ne vais pas développer sur des concepts où vous connaissez peut-être déjà la menace du stéréotype ou quelque chose de plus connu, l'autocensure des femmes. Ça, on peut le mettre en lien directement avec les stéréotypes de genre. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans les organisations, en fait, il y a deux ensembles de normes. Il y a les normes de genre, qu'on peut relier aux stéréotypes de genre. Donc typiquement, par exemple, l'idée que les femmes sont plus empathiques, doivent plus s'occuper de leurs enfants, etc., ce dont on a parlé. Et il y a aussi les normes de carrière. Et les normes de carrière en entreprise, c'est la disponibilité, le présentéisme. Or, pour les femmes, les normes de genre vont à l'encontre des normes de carrière. C'est-à-dire que soit, quand on est une femme, soit on correspond à la norme de genre, soit on correspond à la norme de carrière. Et une personne qui s'écarte de la norme de genre pour correspondre à la norme de carrière, en fait, elle va être pénalisée d'une façon ou d'une autre, parce que quand on s'écarte d'une norme, on est toujours pénalisé. À l'inverse, pour les hommes, la norme de genre et la norme de carrière se rencontrent. Donc, en fait, les hommes qui correspondent aux normes, ils vont être doublement avantagés. Alors après, je ne nie pas que pour certains hommes, correspondre à ces normes de genre, ça peut être difficile aussi, parce qu'il peut y avoir des hommes qui n'ont pas envie de faire carrière, qui ont plus envie de s'occuper de leurs enfants, etc. Mais le fait est que la combinaison des normes de genre et des normes de carrière avantage quand même plutôt les hommes dans la progression professionnelle. C'est intéressant ce que tu dis sur l'autocensure, parce que nous, on a fait aussi, avec la FMD, on a sorti une étude là au mois de décembre avec la CGE, qui est aussi d'ailleurs signataire de STOP, sur les stéréotypes de genre des étudiants et étudiantes des grandes écoles. Et c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans cette étude-là. Et j'en profite de le dire maintenant, il y a des ouvrages qui sont à l'accueil si vous voulez les retrouver sur cette question en particulier. Je vais me tourner maintenant vers Marie, notre spécialiste de la prospective, du coup. Au regard des points que vient d'aborder Clotilde, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, toi, les perspectives d'évolution dans les 5 à 10 années à venir, puisque je sais que la prospective, ça c'est sur le temps long. Donc on a mis 5 ans, mais en réalité, elle travaille sur 60 ans. Donc on a essayé de faire un micmac pour 5 à 10 ans. Et est-ce que tu penses que ces stéréotypes vont être renforcés? Est-ce que ça va s'atténuer? Et surtout, quels sont les facteurs qui vont avoir de l'impact sur cette évolution? Bonjour à tous et à toutes, merci. Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais juste rappeler que la prospective, c'est pas de la science-fiction, c'est une discipline qui se veut rigoureuse, qui utilise tout un tas d'outils, de méthodes de réflexion pour réfléchir au futur possible et qui se pose surtout beaucoup de questions et formule des hypothèses d'évolution par rapport à ces questions. Donc je vais poser pas mal de questions en répondant à ta question. Et je vais aussi devoir dézoomer un petit peu pour pouvoir répondre à ta question, parce que pour pouvoir comprendre comment les stéréotypes de genre peuvent évoluer dans les années à venir, il faut regarder comment le contexte social, politique, économique peut lui-même évoluer, puisque c'est dans une certaine culture que se développent les stéréotypes de genre.
Et pour pouvoir dire quelque chose là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait souvent en prospective, c'est jeter un regard rétrospectif sur le siècle qui vient de s'écouler, et notamment sur les luttes militantes, et quels ont été les facteurs principaux de réussite de ces luttes militantes féministes pour faire changer la culture, justement, et donc faire changer notre approche des stéréotypes de genre. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'abord, avant toute chose, la ténacité des militantes. Je rappelle que pour que les femmes anglaises obtiennent le droit de vote, il a fallu près d'un siècle de lutte contre le pouvoir britannique. Donc la ténacité des militantes, c'est un facteur fondamental de mutation de la culture sur la question des stéréotypes de genre. Comment évoluera cette ténacité dans les années à venir? On voit que vous êtes nombreuses à lutter, donc c'est plutôt positif. En même temps, on voit aussi que les collectifs militants sont fragmentés, fracturés, qu'il y a des luttes internes entre les collectifs militants. Et donc ça pose la question de dans quelle mesure les militantes pourront continuer à lutter et à s'engager. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la diffusion de ces luttes. À quel point elles vont toucher largement au-delà des personnes qui luttent, au-delà des personnes qui s'investissent comme vous dans ces sujets-là, dans ces questions-là, pour faire changer les paradigmes, les comportements, la culture. Là aussi, petite anecdote, en 1936, les militantes françaises, cette fois, qui luttaient pour le droit de vote, ont lâché au-dessus d'un stade qui hébergeait la Coupe de France de football des ballons rouges lestés avec des tracts. Donc une forme de happening pour essayer de visibiliser la lutte pour l'accès au droit de vote. Aujourd'hui, là encore, on a des facteurs qui sont plutôt positifs et qui nous donnent la possibilité d'être optimiste quant à l'évolution de la diffusion de ces luttes, et en premier lieu les réseaux sociaux. Jamais autant on a vu visibiliser ces questions-là que sur les réseaux sociaux, et en même temps je vais aussi pondérer ce propos-là ou cet espoir-là en disant que les réseaux sociaux, vous le savez, sont aussi vecteurs de bulles. On s'enferme dans des bulles, des communautés, communautarisme, et le rapport HCE a été cité à plusieurs reprises. Le rapport HCE souligne la montée en puissance de mouvements masculinistes, virilistes, qui se cristallisent et se formalisent surtout sur les réseaux sociaux. Donc là, une trajectoire envisageable pour les années à venir, c'est celle d'une stratification ou d'une polarisation des sociétés européennes et américaines. C'est intéressant cette question de la polarisation. On a aussi travaillé dessus avec les FMD d'ailleurs pour les adhérents et adhérentes l'année dernière sur la question de la polarisation du discours qui va se poser dans les années à venir. On sait que cette polarisation et puis cette stratification dont tu parles va s'inscrire aussi dans un contexte socio-économique que tu vas peut-être un peu pouvoir nous dépeindre dans les 5 et 10 prochaines années. Oui, bien sûr, c'est un autre critère de réussite des luttes. Vous le savez, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais Simone de Beauvoir l'a dit dans les années 50, il suffira d'une crise économique, politique, religieuse pour que tous les droits, les égalités que vous avez obtenus en tant que femme vous soient retirés. Et malheureusement, ça a été dit tout à l'heure, la crise Covid a tristement illustré ces propos-là, avec un recul des droits des femmes et une augmentation des violences faites aux femmes inégalée, au point que l'ONU a qualifié ça de pandémie fantôme. Donc c'est quand même pas rien. Et là, ce que je peux vous dire, moi, en tant que prospectiviste, et en regardant le contexte plus global dans lequel on va s'inscrire dans les 5-10 prochaines années, c'est qu'on va aller vers de plus en plus de tensions, tensions environnementales, tensions climatiques, crise sanitaire, crise économique. Donc on va avoir un contexte qui est dégradé et qui va vraiment poser la question de la capacité des luttes à se maintenir. On revient à la question de la ténacité du militantisme, mais aussi qui va poser la question des priorités publiques. Quelles seront les priorités demain des organismes publics, des institutions, des pays? Sur quoi mettront-ils l'accent? Et dans quelle mesure ils pourront continuer à soutenir ces luttes militantes? Merci beaucoup Marie, ça nous donne déjà beaucoup d'indices sur ce qui va se passer. La deuxième thématique qu'on va aborder, en plus des stéréotypes de genre, mais qui est bien évidemment extrêmement liée, ça va être la thématique reliée à l'identité de genre. Clotilde, je me tourne vers toi. On sait que les luttes contre le sexisme, et on le voit aussi nous dans notre baromètre, on a eu cette question-là, et ceux qui ont passé le baromètre cette année vont le savoir, les organisations qui sont dans la salle. On sait que les luttes contre le sexisme et pour l'égalité professionnelle se basent souvent sur des catégories femmes qui sont assez monolithiques. On sait que dans les organisations signataires, on est de plus en plus amené à lutter contre le sexisme et de relier cette lutte à d'autres types de luttes
pour les discriminations. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus, notamment sur le concept d'intersectionnalité, peut-être c'est vers ça qu'on arrive là. Oui, alors je pense que ces enjeux autour de l'identité de genre sont extrêmement importants. Et comme je le disais, hein, les stéréotypes de genre sont fondés sur une vision très binaire. Sans doute que si on arrive à remettre en cause cette vision binaire, ça permettra à la fois de lutter contre les stéréotypes de genre et à la fois de favoriser l'inclusion des personnes, quelle que soit leur identité de genre. Alors après, on est face à des difficultés aussi, hein, parce que ça a été souligné tout à l'heure pour les entreprises, mais c'est pareil pour la recherche. C'est extrêmement important de pouvoir mesurer les choses, en fait, de pouvoir mesurer les inégalités. Je le fais en recherche, vous le faites avec des baromètres. Et en fait, l'histoire des mouvements féministes montre aussi que les revendications féministes, elles se sont toujours fondées sur une mesure. On doit mesurer. Or, pour mesurer, pour l'instant, il y a cette binarité femme-homme qui est presque indépassable pour l'instant. Donc, par exemple, dans les enquêtes européennes que j'ai utilisées pour mon livre, la catégorisation, c'est femme-homme, en fait, et c'est ça qui permet de mesurer les inégalités, par exemple. Alors, si on veut aller plus loin et peut-être travailler un peu plus sur l'identité de genre, effectivement, je pense que le concept d'intersectionnalité est extrêmement important, c'est-à-dire de se dire c'est très important de mesurer les inégalités entre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre côté, mais il ne faut pas oublier qu'au sein de la catégorie femmes, en fait, il y a plein de variétés d'expériences. Et ce concept d'intersectionnalité pourrait aussi permettre de peut-être limiter cette vision binaire et d'aller vers quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc, on essaye de le faire dans la recherche en travaillant sur différentes catégories de femmes selon leur classe sociale, aussi selon leur orientation sexuelle, etc. Mais je reconnais que pour l'instant, c'est une question qui est encore assez difficile à traiter du fait de l'importance de la mesure. Mais je pense que ça pourra évoluer aussi avec la croissance ou l'évolution du nombre de personnes qui peuvent se déclarer non-binaires ou en tout cas ne correspondant pas à cette catégorisation, parce que là, on pourra aussi faire des mesures liées et permettant de visibiliser l'expérience au travail, entre autres, de ces personnes-là qui effectivement sont encore plus peut-être victimes de discrimination que les femmes cisgenres. Merci beaucoup. Et je vais me tourner vers Marie pour la question de l'évolution dans les années à venir, du coup, de cette question-là. Comment est-ce que l'identité de genre va venir un peu bousculer la manière dont on parle de sexisme et on traite les questions de sexisme dans les organisations ? Oui, alors nous, on observe ce qu'on appelle des signaux faibles ou des phénomènes émergents qui montrent qu'il y a des mutations qui s'inscrivent dans les organisations, qu'elles soient publiques, privées, associatives. Pour donner que quelques exemples, il y a déjà des États qui reconnaissent un troisième genre neutre dans les papiers d'identité. Il y a un certain nombre de pays qui autorisent, accompagnent, encadrent les parcours de transidentité. On a aussi des entreprises qui permettent à leurs employés de s'autodéterminer, de déclarer le genre avec lequel il ou elle souhaite être reconnu. Et puis on a aussi des entreprises qui fournissent des produits ou des services non genrés. Donc tout ça, c'est un faisceau de facteurs, de signaux qui nous montrent qu'il y a bien des mutations qui sont en train de s'inscrire concrètement dans notre culture sociale, politique et économique. Et si ça venait à se poursuivre, pour moi, ça posera 3 grands types de questions aux organisations, quelles qu'elles soient. La première, c'est comment intégrer ces questions-là dans leur politique de prévention, d'accompagnement, de sensibilisation, de pédagogie, de prise en charge des personnes. J'ai envie de dire que c'est la question la plus simple parce qu'elle va s'inscrire dans le prolongement de dispositifs comme celui que vous portez. Il suffira de l'étendre et de se former et de bien comprendre les problématiques. C'est finalement la question la plus facile, entre guillemets, à traiter. La deuxième, ce sera de savoir comment l'entreprise ou l'organisation interagit avec le monde extérieur, le monde qui l'entoure. Ce sera plus simplement de savoir comment en entreprise on protège son personnel contre le sexisme ordinaire ou les violences au sein de l'entreprise. Ce sera de savoir comment on interagit avec la sphère publique, que ce soit des parties prenantes, que ce soit d'autres organisations, que ce soit nos clients, clientes. Et donc, quelle politique on met en place de communication, de gestion et d'accompagnement des personnes qui ne font pas partie de notre entreprise. Cette deuxième question est déjà un petit peu plus compliquée. Et la troisième, c'est peut-être la plus difficile, et aussi parce que les collectifs militants n'ont pas vraiment forcément tranché sur cette question-là. C'est celle de savoir comment on accompagne à la fois les individus dans leurs particularités, comment on personnalise finalement l'expérience individuelle, que ce soit celle de nos salariés, collaborateurs, collaboratrices ou nos clients, nos clientes, et
en même temps comment on assure une justice organisationnelle, comment on s'assure qu'il y ait une équité, une égalité entre toutes les personnes et qu'on n'alimente pas des tensions internes. Et ça, c'est sans doute la question la plus compliquée parce que ce qu'il y a derrière, c'est la question de quelles nouvelles normes on va mettre en place pour vivre ensemble, pour bien vivre ensemble, qui ne soient pas des normes invisibilisantes comme l'ont pu l'être les normes hétéro-patriarcales. Merci beaucoup. Je pense qu'on va falloir qu'on prenne des notes parce qu'on a un groupe de travail sur la question. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en font partie. Là, on a beaucoup d'éléments. Peut-être une dernière minute, il nous reste 1 minute, donc bon, on va réduire notre partie sur la responsabilité des entreprises, mais peut-être une petite phrase chacune sur la question de quelle est la responsabilité avec toutes ces problématiques qu'on vient de soulever sur les stéréotypes de genre, les identités de genre, quelle est la responsabilité finalement de l'employeur dans ces questions-là? Alors, c'est une très bonne question parce que le stéréotype de genre, ça intervient en dehors de l'entreprise. C'est dès l'enfance, par la socialisation genrée. C'est plutôt comme ça que les individus acquièrent les stéréotypes de genre. Mais pour moi, il y a trois formes de responsabilité des entreprises. La première, c'est que les entreprises, elles contribuent aussi aux stéréotypes de genre par la publicité, les communications. Donc, on sait très bien que le marketing contribue beaucoup aux stéréotypes de genre. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les vêtements. Les messages qui sont écrits sur les vêtements pour filles, pour garçons ne sont pas les mêmes. Donc, là, les entreprises ont un rôle à jouer déjà dans leurs produits, leur marketing, etc. La deuxième responsabilité, c'est de travailler sur les stéréotypes de genre au sein de l'entreprise. C'est déjà faire en sorte que... Oui, il y a des stéréotypes de genre dans la société plus globale, mais dans l'entreprise, on pourrait rêver que l'entreprise soit un terrain plus neutre, plus safe pour les femmes, moins sexiste, etc. Donc ça, c'est la formation, la sensibilisation. Et je pense que la troisième responsabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure autour de ces deux ensembles de normes, les normes de genre et les normes de carrière. En fait. Les travailler peut-être de façon concomitante, de manière aussi à éviter que les stéréotypes de genre se transforment en inégalités. En fait, parce que il y a les stéréotypes de genre, il y a les inégalités, il y a le lien entre les deux. On peut travailler sur ces trois dimensions. Merci beaucoup Clotilde. Marie, un petit mot? Oui, un petit mot pour dire que je pense que toutes les personnes qui sont ici ont conscience de la responsabilité des entreprises et donc peut-être moi, je vais vous projeter dans un des scénarios les plus vraisemblables que je vois pour les 5 prochaines années, que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est celui d'une polarisation et d'une stratification forte à échelle internationale pour les groupes qui sont multinationaux, mais aussi au sein des pays. Et donc cette stratification, cette polarisation, elle va demander un engagement assez fort et courageux des entreprises et des organisations de manière générale pour se positionner sur des sujets qui ne vont pas faire l'unanimité dans les 5 prochaines années. Donc c'est peut-être le mot de la fin, c'est de poursuivre ce que vous faites et avec courage. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps pour que vous puissiez poser des questions à Clotilde et à Marie tout de suite, mais elles seront au cocktail, donc n'hésitez pas à leur poser des questions à ce moment-là. Et puis, on a une petite surprise pour vous aussi en haut. Vous aurez l'occasion vous-même de dire comment vous pensez que l'initiative Stop sera dans 5 ans. Donc voilà, donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à Diamantou, merci à toutes et tous. Hop, ça y est, le moment tant attendu, parfois pour certaines et certains d'entre vous depuis quelques mois, est arrivé. C'est le moment de la signature et donc de l'acte d'engagement. Je vais vous appeler dans 1 minute. Aujourd'hui, donc 72 organisations signataires rejoignent l'initiative Stop, le mouvement. Ce sont 24 de plus que l'année dernière et c'est maintenant en fait un quart de l'ensemble des membres, donc c'est quand même extrêmement représentatif. Parmi elles, comme vous pouvez le voir, il y a des entreprises privées, des institutions, des organismes de services publics, des associations, des organisations professionnelles. Et on va, je dis on, non, les cofondatrices vont me rejoindre sur scène, elles vont appeler les représentants qui viendront un à un rejoindre les cofondatrices sur scène. Je pense qu'on fera, comme il y en a 72, on fera en sorte de chacun vous mettre où vous pouvez. Et je vous invite, donc s'ils m'entendent dans les escaliers, je les invite à rester sur scène pour la photo avec la ministre tout à l'heure. Morgane, Anne-Sophie, Anne-Laure, venez avec moi et je vais, avec plaisir, je vais te... Là-bas, tiens, oui, le mien, si tu veux. Ouais. Je
je vous suivrai avec ma super télécommande et je te laisse commencer par expliquer. Maintenant, c'est 2 heures de signature puisqu'on est 72. Non, promis, on va être très rapide. On va être très rapide, on va prendre le rythme, on va s'excuser si jamais on écorche les noms, les prénoms. Voilà, ce qu'on veut juste rappeler, c'est que on est ravis d'avoir ces 72 entreprises, organisations qui nous retrouvent. C'est extrêmement important. On se rappelle juste que quand on signe, et ça c'est aussi très important, Stop au sexisme, c'est un acte d'engagement. Donc quand on signe, on s'engage à travailler sur le sexisme ordinaire, on s'engage à former, à sensibiliser. Attendez, je vais vous le reprendre, mais voilà, il y a 8 engagements et le premier principe, c'est d'afficher le principe de tolérance zéro. Et je crois que là, on est tous unanimes. Et après avoir écouté Caroline Vigneault, on est encore plus, c'est une tolérance zéro. On ne peut pas passer sur le sexisme. Donc cet acte, en le signant, on s'engage à ce principe de tolérance zéro, à informer, à former, à diffuser des outils pédagogiques, à inciter l'ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, à identifier les comportements sexistes, à prévenir ces situations. Et ce qui est extrêmement important, et là on a toutes et tous un rôle à jouer, c'est le rôle de témoin. On ne doit pas laisser passer une situation de sexisme. Et quand on en est témoin, il est essentiel de pouvoir le signaler. Le 7e point de l'acte d'engagement, c'est la sanction. Et le 8e, c'est la mesure, on en a parlé. Donc voilà, il nous semblait important de rappeler à quoi on s'engageait quand on signait cet acte d'engagement. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir les nouvelles organisations signataires et leurs responsables, présidents, représentants. Merci de nous rejoindre. Et je vais démarrer. Donc, lorsqu'on vous cite, n'hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur scène ou autour de la scène. On va essayer sur scène, mais comme on est nombreux, je pense que rapidement, on va être aussi autour de scène. Alors, je commence. Nous accueillons Catherine Kérard, qui est présidente de GRH, Groupement des hôtelleries et restaurations de France. Véronica Garo-Alvarez, directrice de la succursale en France de Aberdeen Investment Ireland Limited. Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group. François Rubichon, secrétaire général du groupe AG2R La Mondiale. Samuel Tayeb, secrétaire général de l'agence France Muséum. Laurent Halimi, secrétaire général d'Altis France, SFR RMC BFM. Fabrice Penaud, secrétaire général du groupe APAV. Pascal Proton, directeur général adjoint Apicil Agirc Arco. Il va falloir que vous applaudissiez en continu, parce que ça va vite. Thierry Jousseau, directeur du pôle opération et services clients d'Apicil Épargne. Alors, certains s'excusent de ne pouvoir être présents, mais la très grande majorité sont là, on vous en remercie. Damien Dumas, ou Dumas, directeur général adjoint Apicil Santé Prévoyance. Philippe Barret, directeur général Apicil Transverse. Apicil est très représenté, aujourd'hui. Christophe Carrère, directeur général délégué d'Auchan Retail France. Et Anne-Sophie, je te laisse poursuivre. Donc, nous appelons également Jérémy Cossade, PDG de Aura Aero. Benoît Queuret, président de Autorité de la concurrence. Alexia Laroche-Joubert, présidente de Benigé France. Arnaud Naudan, président de BDO. Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Ligna. Cyril Auguste, CEO de Bonduel. Cyril Matona, CFO de Bourbon. Cécile Tricot-Bossard, DRH de BCE. Thierry Roger, directeur de la transition et de l'innovation des caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie. Vivian Tissier, directeur général de CGI Finance. Sophie Boissard, CEO de Clariane.
avec Anne-Charlotte Dimi, Chief Information and Digital Officer de Clariane également. Stéphane Duroul, directeur général de Covea, avec Nathalie Boréa-Tricoire, également directrice finance de Covea. C'est moi, pardon, excusez-moi. Je vais essayer de garder le rythme. Isabelle Garouste du Crédit Agricole de Savoie. Salem Naïtidir, Digital League Auvergne-Rhône-Alpes. Michael Girard, Elior Restauration France. Bienvenue. Antoine Descailleux, établissement Descailleux SAS. Pascal Grémiot, Eurecia. Emmanuel Sauvage, Évoque Collection. Germain Vaillant de Guélis, alors Gresham Bank, j'espère que je n'écorche pas trop, je m'en excuse. Thomas Bourret du groupe ADO. Alexandre Johnson du groupe ADO également. Ida Chénaud du groupe Bayer. Bruno Doyon du groupe Beneteau. Nicolo Hubertali du groupe CCF. Jean-Luc Odeyer du groupe JLO. Et ce n'est que la moitié. Et pourtant, on essaye d'avoir le rythme. On continue avec Vincent Taglioni, directeur des opérations du groupe Rocher, opération. Pierre Duvieusard, directeur général adjoint de GRT Gaz. Marie-Ange Debon, CEO de Keolis Group. Vincent Bédouin, président directeur général de Lacroix. Mélanie Caron, directrice générale de La Durée. Agathe Montpays, directrice générale de Leroy Merlin. Nicolas Gandrillon, président fondateur de Les Gros Mots. Elisabeth Fritel, directrice exécutive de Loyalty Company. François-Xavier Morizot, VP Opération Champagne de Martel Moum Perrier Jouet. Guillaume Marien, CEO de Mathématiques. Arnaud Gauthier, président de MC2I. Mathias Savignac, président de MGN. Sarah Dalmasso d'Omnicel. Solange Vegas d'Osrice de OVH Cloud. Alban Marinier de Pernod Ricard. Hélène Thomas, Pernod Ricard également. Reda Guyad, Pfizer. Éric Dugournat de Pierre Fabre. Charlotte Topin de Reed Smith. Gilles Renouf, Retour de plage. Christophe Juppot de Irix France. Charles Géco, Self Signal. Anne-Marie Co de CETEC. Arnaud Chioca de Smalt Capital. Emmanuel Asseraf de Snapchat. Arnaud Tirmarche de SPI. Lionel Chelma de Sorus. Bienvenue. Régis Folbaum de Stet. Benoît Merel de TDF. Nicolas Piotrowski de Territoria Mutuel. Bruno Valorstenas de One Life. Hélène Etzi de Walt Disney Company France, bienvenue. Guy Le Turc de TNP.
Sébastien Barret de Uncas, Marc Buisson de UPCOP, et Anaïs Denoit de Utopie. Bienvenue à tous, merci. Venez avec nous, on va se serrer. Oui. Non, mais je pense que, oui. Je pense qu'on peut être. On va faire une photo, pardon. Alors voilà, c'est le moment des photos. Non, mais enfin, je crois que le nombre de personnes sur scène parle de lui-même. On est très nombreuses et nombreux, donc et on trouve quand même le moyen d'avoir de la place pour tout le monde à peu près. Non, mais on voulait infiniment vous remercier pour votre participation à cette cérémonie qui n'est pas finie. On attend Madame la Ministre. On voulait dire merci et bravo à l'ensemble des organisations. D'abord, toutes celles qui nous ont rejoints dès le premier jour et celles qui nous ont rejointes ensuite et celles qui sont présentes aujourd'hui avec leurs patronnes et patrons. Et puis, on va se revoir évidemment l'année prochaine, certainement l'année d'après, parce que la bataille, le combat, je pense que c'est quand même une lutte, n'est pas terminée, loin de là, on le sait. Mais je vois que voilà, on est très encouragés par l'énergie, l'engagement, l'investissement. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais derrière cette initiative, on a Adja Mantou. Je voudrais bien que tu viens nous voir, Adja Mantou. Lève-toi au moins. Allez, et Marie, Et Marie, Adja Mantou Dramé. Et Marie Larsonneau, je ne sais pas où est Marie. Elle est en bas, Marie, elle gère tout. Et on a aussi Lucas qui gère aussi. Et on remercie Webstone parce qu'ils font un mécénat de compétences avec Lucas qui nous accompagne depuis des mois. Voilà, cette équipe de Stop AFMD, c'est une équipe hyper investie, très engagée, une équipe de choc. Et on est très heureuse de pouvoir compter sur l'ensemble de l'équipe mobilisée sur le sujet. On voulait vous remercier infiniment pour cela. Comme on a 5 minutes avant que la ministre n'arrive, je voudrais donner la parole à quelques CEO pour parler de votre engagement et pourquoi vous êtes engagés aujourd'hui avec nous. Peut-être vous rappeler quelle entreprise... Bonjour à tout le monde. Donc, je représente la Walt Disney Company France. Ces questions sont centrales pour nous depuis très longtemps. Hein, ça date pas d'hier. Et quand on voit les derniers résultats du HCE, on se dit que voilà, ça doit être central pour l'ensemble des entreprises de France et du monde entier. Et que ça doit être très concret. Vous en parliez, c'est pas juste signer une charte et le lendemain se dire que ça y est, ça c'est fait, on passe à autre chose. Donc il faut que ça engage l'ensemble de l'entreprise. Ça part évidemment, comme toujours, sur les sujets importants du plus haut niveau. Parce que si c'est pas porté par le plus haut niveau et que le plus haut niveau ne lead pas par l'exemple, ben ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais pendant 3-4 mois, puis c'est fini, on oublie. Donc voilà, il faut qu'on fasse tous ce travail-là, collectivement, les hommes et les femmes, et c'est bien qu'il y ait beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour accompagner ce mouvement de fond qui, de toute façon, avance. Donc merci pour cette initiative. En tout cas, on est ravis de rejoindre ce mouvement particulier. Merci. Vous êtes bienvenue. Bonjour, je m'appelle Laurent Levasseur, donc je représente Blue Linea, une filiale du groupe Apicil. Alors, si vous êtes parisien, Apicil, ça ne vous parle pas. C'est le 3e groupe de protection sociale et patrimoniale en France. Prendre soin des personnes, c'est la raison d'être. Prendre soin donc des salariés et assister le management, c'est essentiel. Parce que dans l'entreprise,
il se passe des choses qui peuvent continuer à domicile et inversement. Donc nous ne sommes pas différents, que nous soyons chez nous ou que nous soyons au bureau. Et concrètement, c'est aussi ça. Éviter que de petites choses sournoises s'ancrent définitivement dans les réflexes de chacun. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Mathias Savignac, je suis président du groupe MGEN et je vais faire écho à ce que disait Caroline Vigneault tout à l'heure sur les lois Veil de 1975. MGEN, avant que ces lois n'existent, prenait en charge et pratiquait des IVG avant que celles-ci ne soient légales, et on a toujours combattu finalement pour la conquête de droits nouveaux, notamment pour la santé des femmes. Et aujourd'hui, il nous paraissait inconcevable de vouloir porter un discours volontariste sur la conquête de ces droits et ne pas s'assurer qu'à l'interne, on faisait le job et que s'il se passait des comportements sexistes ou de harcèlement, on ne laisserait pas passer. Et donc c'est aujourd'hui le cas et je suis ravi de la signature de cette charte. Oui, Pierre Duvieusard de GRT Gaz, pour dire qu'on est très content de rejoindre l'initiative. Elle vient agir en accompagnement, en accélérateur de choses qu'on avait pu faire de notre côté et qu'on fera de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante au sein de l'association. Merci beaucoup. On en profite pour rappeler en fait que tout le travail qui est fait, même si ça a été dit, c'est important, je pense que tout est en open source, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on partage nos outils de communication, d'information, nos e-learning, nos mesures, pour essayer d'aller beaucoup plus vite, tous ensemble. C'est vraiment l'objectif. Donc, merci à vous tous de venir nous retrouver pour le déployer. Est-ce que quelqu'un... Ah, mais je vous en prie, pardon. Merci. Anne-Marie Chaud, directrice générale du groupe CETEC. Nous sommes un groupe d'ingénierie, ça veut dire que nous sommes des ingénieurs, des techniciens. Et j'ai été très contente de voir que vous aviez bien noté que la vocation des femmes dans les carrières scientifiques et techniques est en danger. Je pense que malheureusement, comme vous l'avez bien expliqué, les stéréotypes de genre font leur office, notamment maintenant avec la réforme du bac, où j'ai envie de dire il y a plus de liberté à choisir en fonction de ses aspirations personnelles. Et nous voyons un recul en fait du choix par les jeunes filles des fonctions, des carrières scientifiques et techniques. C'est essentiel de continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'il y a des carrières merveilleuses pour les femmes qui le souhaitent dans nos métiers. Mais voilà, nous avons donc maintenant encore plus de challenge à aller sensibiliser les collèges, les lycées. Bonjour, je vais rebondir sur ce que vous dites et ça va probablement en faire rire certains, mais la Miss France de cette année a fait des études de mathématiques. Et donc, je suis donc patronne d'un groupe qui s'appelle Banijé France. Alors, on est très exposé justement sur ces sujets-là. On fait très attention aussi, c'est idiot, mais à la parité dans les programmes de télévision. Et en l'occurrence, dans des programmes qui peuvent être comme Koh-Lanta. Et ça contribue aussi justement à la lutte dont on parle ici. Donc voilà, donc c'est voilà, la Miss France a fait des études de mathématiques. Oui, bonjour à tous, je suis Benoît Corret, je suis le président de l'autorité de la concurrence. Donc, je voulais intervenir aussi en tant que président d'une institution publique pour montrer que le secteur public doit aussi être actif dans cet effort et qu'on a beaucoup à apprendre de tous les gens qui sont là dans cette salle. On n'a pas à rougir en termes de parité parce que la loi prévoit des obligations de parité et puis on est dans une profession juridique où la parité est quand même plutôt très bonne. Mais on a fait le constat que ça ne suffisait pas, qu'il fallait lutter contre le sexisme, qu'il fallait promouvoir la diversité et l'inclusion plus généralement. Donc on a nos propres feuilles de route, mais on est très content d'être ici pour bénéficier de toute cette expérience qui est accumulée dans cette salle. Merci. Bonjour à tous et à toutes, Marie-Ange Debon, je suis la directrice générale du groupe Keolis, groupe de transport public, 40 000 personnes en France. Alors les transports publics, ça reste extrêmement genré. Les hommes sont majoritairement en voiture et en vélo et les femmes majoritairement dans les transports publics. Donc la problématique des violences sexistes et sexuelles et la problématique de tous les biais liés au genre, c'est quelque chose qu'on vit à la fois pour nos collaborateurs et pour nos passagers et passagères.
Donc c'est évidemment quelque chose qui nous préoccupe et donc on est ravis évidemment de rejoindre cette problématique. On reste un métier de conducteur. On prend toutes les femmes qui veulent nous rejoindre, mais on reste un métier extrêmement genré puisqu'on a beaucoup de mal à dépasser les 20% de femmes dans nos métiers. Donc une problématique de notre quotidien sur lequel, avec les 8 engagements qu'on prend aujourd'hui, on essaye de faire bouger les lignes. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Arnaud Dodan, je suis le président de BDO France. Donc on a un groupe de 2000 personnes avec des métiers du consulting, de l'audit, d'expertise comptable et d'avocat. Et en fait, on a décidé de rejoindre l'initiative pour 2 raisons principalement. La première, c'est que la mission qu'on s'est donnée est avant tout de faire en sorte que nos clients adoptent des pratiques responsables, donc que ce soit sur des sujets d'éthique, d'environnement, des sujets sociétaux, et donc on pense que c'est là où on peut avoir un impact si, au-delà de nous-mêmes, on rejoint une initiative et on fait en sorte, et il est vrai que notre profession doit avancer aussi sur ces sujets, donc on est content d'être signataire de cette charte aujourd'hui, mais surtout l'engagement qu'on prend, c'est de faire en sorte que nos 30 000 clients évoluent et puissent rejoindre l'initiative. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je représente Auchan, c'est 55 000 collaborateurs, c'est 400 millions de clients. Et Auchan a renouvelé son projet humain cette année avec la diversité et l'inclusion comme levier majeur de transformation. Et rejoindre la charte Stoppe, c'était pour nous une évidence. Aussi parce qu'on a de très nombreuses collaboratrices et principalement hôtesses de la relation client qui sont confrontées au sexisme ordinaire à la fois dans les équipes mais aussi avec nos clients. On a un rôle à jouer pour transformer à la fois en interne et en externe et on va effectivement prendre la parole sur ce sujet-là à partir de maintenant. On est ravis de rejoindre l'initiative. Bonjour, je suis Nathalie Barre, je représente le groupe Covea, donc c'est les 3 marques MAF, GMF et MMA. Stéphane Duroul n'a pas pu être présent et je le représente, c'est une grande fierté pour moi. On a aussi un réseau féminin au sein de Covea qui est Covéel. Et je crois que rendre visible notre engagement par l'engagement au travers de cette charte, c'est aussi important pour l'institution d'officialiser quelque chose qui est visible au sein des institutions. Merci. Bonjour à tous, je suis Emmanuela Seraf, je représente Snapchat. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça nous apparaissait comme une évidence de signer aussi cette tribune. La parité, c'est un des premiers sujets, mais ça ne s'arrête pas là, le sexisme. Et on sera ravis aussi de partager toutes les actions que l'on mène pour effectivement combattre ce sexisme que l'on peut tous rencontrer dans nos boîtes et dans notre quotidien. Merci. Bonjour, je suis Guy Le Turc, je suis le directeur général et cofondateur d'un cabinet de consulting qui s'appelle TNP. On est 800-850, on a à peu près un tiers de femmes, on est loin d'atteindre la parité et c'est un objectif. Et pour ça, ça passe, comme ça a été dit, par la confiance au quotidien entre les uns et les autres. Et en tant que consultant, je pense aussi que c'est à travers l'action de l'entreprise qu'on pourra faire évoluer la société, faire évoluer les mentalités, que ce soit sur ce sujet ou des sujets comme la transition énergétique ou la transformation durable. Donc les entreprises ont un rôle clé. Et puis j'espère qu'à travers notre action collective, ce qui a déjà été entrepris et ce qu'on va continuer collectivement, Caroline Vigneault pourra ajouter une nouvelle page à son one-woman show plutôt, et que cette page sera très positive. Bonjour, je suis Solange Gazosres, je représente la société OVH Cloud. Je vais réagir un peu sur ce qu'a dit la représentante de CETEC tout à l'heure. Nous sommes une boîte de la tech, donc nous fabriquons des serveurs, nous proposons les services de cloud aux entreprises. On est une boîte avec beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de techniciens, prédominance masculine. Donc c'était une évidence pour nous de faire partie aujourd'hui de cette initiative, de la porter, de pouvoir faire bouger le sexisme, les remarques sexistes qui peuvent exister,
Après, c'est très important de le faire dès le début. Vous en parliez, on a une grosse difficulté à recruter des profils féminins dans la tech, dans les fonctions scientifiques. C'est très important que ce sexisme-là, qui peut arriver en entreprise, soit combattu dès l'université, dès les écoles. Donc nous invitons tous ceux qui sont ici présents, poussez vos filles à faire des études scientifiques, poussez-les à pousser ces portes-là, dépasser ces limites, aller sur des terrains, conquérir des terrains auxquels peut-être la société aujourd'hui ne va pas les sensibiliser, les familiariser, et toutes les portes des entreprises leur seront ouvertes. En tout cas, nous, chez OVH Cloud, on cherche beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes pour pouvoir travailler dans ces métiers-là. Et le sexisme, la lutte contre le sexisme, il est au quotidien. Merci. Il y a encore deux personnes. Allez-y, madame. Bonjour à tous, je suis Elodie Hernandez, je représente la société Eurecia. Je suis très fière d'être aussi bien entourée aujourd'hui, puisque moi je représente un petit poussé, un groupe de 200 collaborateurs situé en région toulousaine. Et je suis persuadée que petits et grands rencontrent les mêmes problématiques de sexisme et d'égalité en entreprise. Et je suis aussi très fière de représenter cette typologie d'entreprise-là. Merci. Bonjour, François-Xavier Morizot. Je représente ici 3 maisons bicentenaires et tricentenaires, puisque je représente Martel, maison de cognac, et Champagne-Moum et Champagne-Perrier-Jouette, au sein de Pernod Ricard. Et ce que je voudrais ajouter en commentaire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'au sein de nos maisons, nous avons par tradition un certain nombre de métiers qui sont ancestraux, que ce soit dans le vignoble, en Champagne ou en Charente, ou que ce soit dans les caves 19e, où majoritairement et historiquement étaient des hommes qui réalisaient des tâches qui étaient parfois physiquement difficiles. Ça a beaucoup évolué. Et si je suis très fier aujourd'hui, c'est que nous avons réussi dans ces métiers-là, qui sont traditionnellement encore plutôt pourvus par des hommes, à faire rentrer des femmes, à former des femmes sur ces jobs-là. Et en participant à cette initiative, on leur montre encore, et on va leur montrer encore plus en quoi on est attaché à cette égalité-là. Voilà. Et le dernier. Bonjour à tous, Thomas Perrin, je représente le groupe Apicil. Donc on est 270, nous on est 2000 collaborateurs. Je pense qu'au cumul, on représente plusieurs centaines de milliers de salariés et de collaborateurs. C'est sans doute des familles, plusieurs millions de personnes. Moi, on croit beaucoup, nous, dans le groupe, au rôle de l'entreprise en tant que vecteur de réconciliation sociale, hein, dans un monde qui est traversé par de multiples tensions. On croit beaucoup que l'employeur, l'entreprise, c'est quand même un endroit où il y a encore du respect de manière générale, même s'il y a des tensions là aussi. Et donc je pense que tous, on a un rôle pédagogique extrêmement important. On l'a quand on est parent, on l'a aussi beaucoup quand on est responsable de collaborateurs pour les faire grandir, pour faire grandir la société, parce qu'à travers eux, c'est quand même des millions de personnes qui sont concernées. Merci à tous. Isabelle Garousse, je suis directrice des crédits au Crédit Agricole des Savoies. Et dans le secteur bancaire, on est très féminisé, mais pas à tous les mêmes niveaux de responsabilité. Donc on a un peu de travail encore à faire, et même ça a pas mal évolué ces dernières années. Et je voulais souligner que si on est dans cette initiative, ça vient de la part de collaborateurs. C'est pas la DRH ni qui, voilà, ce groupe de collaborateurs, il y en a certaines qui sont dans la salle, qui ont milité pour qu'on puisse voilà, signer cette initiative. Donc c'est voilà, beaucoup de fierté pour tous. Merci à toutes et à tous pour ces témoignages. Je fais un seul commentaire. D'année en année, on a de plus en plus de femmes CEO qui signent. C'est un sujet, c'est des questions qu'on nous pose très souvent. Et donc là, je suis assez fière, enfin, je pense comme vous toutes, hein, de voir que ça se féminise. Je vous dis 3 choses, mais en moins d'1 minute, parce que vous avez bien compris que depuis 10 minutes, on était en train de meubler. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est vrai que plus il y a de CEO, moins on a le temps de leur donner la parole. Et en fait, je pense que c'était parfait de le faire pour nos 5 ans. Donc merci d'avoir partagé vos convictions là pendant ces 15 dernières minutes. Donc 3 choses, hormis vous dire merci, super d'avoir participé, c'est top. La première, c'est qu'une fois que la ministre aura fait le discours de clôture, je vous invite à poursuivre les échanges
avec les nouveaux signataires dans la mezzanine, que dans cette mezzanine, il y aura un cocktail déjeunatoire. Sur cette même mezzanine, parce qu'on est multitask, il va y avoir tout un parcours retraçant l'historique de Stop. Donc vous allez peut-être apprendre des choses. La mezzanine, pardon. Tac. Et vous pouvez contribuer sur un panneau qui, je crois, est ici, pour qu'on a appelé le super panneau prospective, pour nourrir nos réflexions. Donc on compte sur vous, il y a pas mal de post-it, on compte sur vous pour nous donner un peu des idées pour les travaux à venir de Stop. J'en ai fini sur... Ah oui, et pardon, dernier point, la mutualisation. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, et on réagit à quelques CEO qui viennent de prendre la parole. Il y a toutes les tailles d'organisation chez Stop, et ce qu'on fait aussi, c'est de la mutualisation. Donc pour les organisations qui n'ont pas les moyens, ou qui n'ont pas une personne dédiée, ou qui n'ont pas le temps, ou je ne sais quoi, il y a un learning, il y a des outils qui sont mis à disposition pour permettre de ne pas partir d'une feuille blanche et pour aller plus vite. Je te passe la parole et tu la passes ensuite à Morgane. Et vous allez tous rester sur scène pour qu'on commence par la photo, pardon, et j'arrête après. Pour qu'on commence pour la photo, et après on vous invitera à laisser la place à la ministre. Moi, je voulais juste donner un premier rendez-vous, puisqu'en fait, on a dit qu'on avait des réunions trimestrielles. On a notre première réunion au mois de mars, en présentiel et en physique. Donc, n'hésitez pas à participer, à contribuer, à envoyer une personne de votre équipe, car on a pas mal de groupes de travail. Et c'est là, c'est un moment important pour partager, échanger et commencer à prendre des ressources qui vous seront, j'espère, utiles très, très rapidement. Merci. Et puis, on n'est pas peu fiers, on doit vous le dire, d'avoir l'opportunité d'avoir cette initiative sous le patronage d'Aurore Berger, notre ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, et sur la lutte contre les discriminations, parce que ça compte aussi. Donc, on a l'honneur de vous accueillir pour vous écouter, pour faire cette clôture, et merci mille fois pour votre présence à nos côtés. Bienvenue, Aurore Berger. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà. Je vous remercie pour cette invitation, mais surtout je vous remercie pour cette initiative que vous portez déjà depuis de nombreuses années, qui a démarré avec un petit cocon et qui grandit année après année jusqu'à atteindre donc les 270 signataires de la charte et surtout 270 entreprises qui sont engagées. J'ai eu l'occasion de présenter mes vœux et certaines, notamment, étaient présentes. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu incongru de se dire qu'en 2024, on a besoin d'avoir un ministre en charge de l'égalité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, qu'il y a une marche qu'on n'a pas réussi à gravir, si on a encore besoin finalement d'être vigilant et de réaffirmer ce principe qui est absolument fondamental parce qu'il irrigue ensuite évidemment l'ensemble de notre société. J'ai commencé ma journée avec des collégiens de 3e, de 4e, qu'on a réunis, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, pour justement lutter contre les stéréotypes de genre et voir à quel point évidemment ils ont la peau et la vie dure. Et ce qui est le plus impressionnant d'ailleurs dans le rapport qui a été remis, vous le savez, par le Haut Comité à l'égalité, alors il sera officiellement remis tout à l'heure avec le Premier ministre, mais qui a été dévoilé lundi, c'est que finalement, la tranche d'âge dans laquelle les stéréotypes sont les plus ancrés, ce n'est pas forcément là où on les attendait. On pensait que ça appartenait à une ancienne génération, mais en fait, c'est la tranche d'âge des 25-34 ans. Donc ça veut dire que l'effort qu'on a porté pourtant collectivement, que mes prédécesseurs ont porté ces dernières années, a à la fois porté ses fruits et qu'en même temps, on a encore des faits qui résistent et qui ont la vie dure. Ce qui suppose plusieurs choses. Un, une action résolue et déterminée dans la lutte contre tous les stéréotypes de genre, évidemment, ce qui fonctionne dans les deux sens, qu'à mon avis, on n'a pas assez fait. Comment on ouvre les possibles à la fois pour nos filles, mais comment on explique aussi que quand on lutte contre les stéréotypes de genre, c'est non seulement bon pour nos filles, mais c'est aussi bon pour nos garçons, parce que c'est aussi tout un imaginaire qu'il faut construire ou reconstruire, et on voit bien là encore que les stéréotypes qui persistent ensuite dans les métiers sont extrêmement impressionnants. Tous les métiers du lien, du soin, de l'accompagnement, où les femmes sont
surreprésentées, voire ont quasi le monopole de ces métiers. 99% des femmes dans les aides à domicile, par exemple, celles qui ont les métiers sans doute aussi les plus difficiles et les plus pénibles. Et puis on peut le décliner, les auxiliaires de puériculture, c'est 95%. Et puis à l'inverse, dans les métiers du numérique, on trouve plus que 17% de femmes. Et donc on voit bien, évidemment, que si on veut écrire une société qui devrait être en phase avec son temps sur les enjeux de mixité et d'égalité, ça suppose que dans les deux sens, on arrive à travailler efficacement, à déconstruire et à lutter contre ces stéréotypes qui finalement nous enferment, nous assignent collectivement à résidence et ne nous permettent pas concrètement d'arriver à avoir une société qui soit plus égalitaire. Et puis, le premier combat que je souhaite mener, poursuivre, qui est évidemment la question de l'égalité professionnelle et de l'égalité salariale. Et là encore, du haut de mes 37 ans, je pensais quand même que le slogan « un travail égal, salaire égal » n'était pas qu'un slogan, mais était vraiment ancré dans la réalité. Et là encore, on le mesure, on a créé cet index, donc on le mesure, et là encore, 24% quand même d'écart qui persiste. Et cet écart, il s'explique par quoi? Il s'explique parce que le fait de devenir des parents, eh bien, n'a pas le même impact sur la vie des femmes et sur la vie des hommes. Et là où c'est de plus en plus socialement valorisé d'être un père, eh bien, ça continue à pénaliser la carrière des mères. Et donc, si on veut garantir une société féministe, une société plus égalitaire, ça passe évidemment par l'indépendance économique des femmes, ça passe évidemment par l'égalité économique et professionnelle des femmes, et ça passe par des entreprises qui non seulement accueillent les enjeux d'égalité professionnelle, mais qui accueillent aussi la question de la parentalité et comment cette parentalité en entreprise, elle est soutenue, elle est encouragée, elle est accompagnée, et elle ne se fait évidemment en aucune manière au détriment de celles qui deviennent des mères, au risque d'ailleurs qu'on ait dans notre génération encore, ou plus jeune, des femmes qui préfèrent reporter leur désir de devenir mère ou renoncer même à ce désir de peur de leur mort professionnelle. Et donc l'enjeu majeur pour moi du combat, il est vraiment sur l'égalité professionnelle, parce qu'il détermine ensuite tous les autres. Parce que si on n'est pas au rendez-vous sur l'égalité professionnelle, sur l'indépendance, sur l'autonomie économique des femmes, comment on pourra être au rendez-vous sur la question des violences ? Il y a tout un mécanisme que vous connaissez, qui est très bien décrit sur la question de l'emprise, sur la question des violences. Mais si on a encore des femmes qui, aujourd'hui, quand elles subissent des violences, font jusqu'à 7 allers-retours, 7 fois, où elles vont essayer de partir puis revenir, essayer de partir puis revenir, 7 fois, faites le chemin dans vos têtes. L'un des principaux déterminismes pour lesquels elles n'arrivent pas à partir définitivement, c'est aussi l'emprise financière et économique. C'est aussi qu'elles n'ont pas cette indépendance financière et économique. Et donc, c'est là encore l'enjeu de l'égalité professionnelle qu'on doit pouvoir réaffirmer, parce que c'est vraiment le point de départ, en vérité, sur la capacité qu'on a à avoir une société qui laisse toute sa place, sa juste place aux femmes, et donc évidemment à la question des droits des femmes. Et puis le dernier point, c'est qu'évidemment pour ça, il ne suffit pas d'une ministre. Évidemment, il faut surtout avoir des entreprises qui s'engagent et qui ont envie de bousculer la donne de cette manière-là. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez à la fin sur l'enjeu de mutualisation. Parce que c'est vrai que cette initiative, elle est née de 3 grands groupes très solides et qui, quelque part, j'allais dire, ont les moyens, la responsabilité quasi évidente de devoir s'engager sur ces sujets. C'est sans doute moins simple aussi pour un certain nombre d'autres entreprises qui n'ont pas cette capacité à investir le sujet, qui n'ont pas les outils, moyens, financiers peut-être, mais surtout, j'allais dire, opérationnels ou humains qui le leur permettent. Et donc le fait qu'il y ait finalement cette logique de parrainage qui puisse ensuite faire en sorte que ça déferle sur l'ensemble de la société, je crois que c'est absolument déterminant. Ce qui m'a frappée depuis que je suis entrée au gouvernement, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous justement sur les enjeux de parentalité, sur la question du handicap, sur le rôle majeur des entreprises. C'est que trop souvent, les entreprises françaises, elles sont un peu discrètes. Il y a une forme de culture où on ne dit pas ce qu'on fait. On fait, mais on préfère ne pas le dire. Peut-être par peur que ce soit mal interprété. Est-ce qu'on va faire du woman washing comme on fait du greenwashing, etc. Sauf qu'en fait, vous avez un rôle d'entraînement qui est absolument déterminant pour la société. Parce que quand on voit tous ces logos qui sont associés, ce sont des marques qui sont identifiées des Français, ce sont des voix qui sont identifiées des Français et que les Français reconnaissent, apprécient, valorisent. Et donc le fait que ces entreprises s'engagent est absolument déterminant pour garantir que derrière vous, derrière elles,
eh bien, toutes les entreprises se disent qu'elles doivent prendre le train et qu'elles doivent se mettre à la page de ces enjeux déterminants d'égalité. Donc, en clair, sortez de la réserve, assumez et dites ce que vous faites pour dire que c'est possible, dire que c'est souhaitable dans la société et mesurer, encore une fois, l'effet d'entraînement que vous pouvez provoquer ensuite dans le pays parce que c'est déterminant et c'est vraiment là, à mon avis, vous avez un rôle absolument majeur à jouer. En tout cas, voilà, je suis très heureuse encore une fois d'être avec vous, très heureuse de voir qu'année après année, on progresse parce que les entreprises progressent, même si encore on voit qu'on a des choses à bousculer, des stéréotypes à bousculer, et que tout cela, ça prend du temps, que clairement le combat, il n'est pas gagné. Mais hier, j'ai eu l'honneur de monter à la tribune de l'Assemblée nationale, parce que certains d'entre vous l'ont peut-être suivi. Nous avons commencé le débat hier sur la constitutionnalisation de l'IVG. C'était inimaginable, il y a quelques années, que la question de l'IVG puisse être protégée et protégée dans notre texte fondateur et fondamental. C'était aussi inimaginable qu'une femme monte à la tribune devant une assemblée indistinctement composée d'hommes et de femmes et présidée par une femme. Donc il y a des symboles, il y a des avancées, mais ça montre aussi, évidemment, que tout reste fragile et qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de consacrer des droits, de préserver, de protéger des acquis, à chaque fois qu'on est en position de le faire, et vous êtes décideurs en position de le faire, il faut saisir ce moment de manière à en permanence sanctuariser pour ensuite créer un effet d'entraînement et permettre à la société d'avancer. Et donc c'est évidemment ça que j'attends de vous, en étant aussi, je le sais, des partenaires qui seront très exigeants vis-à-vis du gouvernement. Donc n'hésitez pas à être des alliés, certes, évidemment, du combat de l'égalité des droits des femmes, mais être aussi des partenaires très exigeants pour nous rappeler, nous aussi, État, à nos obligations et à la nécessité qu'on a, évidemment, de faire avancer l'ensemble de la société. Mais merci surtout, très sincèrement, pour votre engagement, à l'ensemble des 270 entreprises qui ont signé ce pacte, cette charte, cet engagement. Et j'espère surtout que l'an prochain, on arrivera à avoir ce chiffre encore augmenté et ces effets d'entraînement produire surtout des vraies retombées sur la question des droits et sur la question de l'égalité et donc de l'indépendance et de l'émancipation des femmes. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, les cofondatrices. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. C'est fini, mais c'est pas fini. Je vous invite, on va regarder si on peut enlever la scène. On en discute avec la régie depuis tout à l'heure. Et il manque 2 personnes qui n'ont pas signé le panneau. Et c'est pas normal. Donc, ceux et celles qui pense ne pas l'avoir fait, allez-y, comme ça on montrera le panneau et vous pourrez tous et toutes faire des photos aussi avec le panneau, le logo de votre organisation, etc., etc. Le buffet vous attend. Merci beaucoup. Très bonne journée.